Bonjour, douzième et dernière partie de mon dossier consacré à Koedan de Kobayashi Masaki. Donc on achève la dernière partie sur le film présentationnel au service de tous les arts. Cette fois je vais parler du rôle essentiel de la musique et du design sonore. Alors donc je vais parler du travail de Takemitsu Toru, en l'espèce. Pour ceux qui seraient curieux d'écouter la bande originale du film, pour suivre les développements, on la trouve sur YouTube. Nous sortons du domaine des arts visuels pour cette dernière section, mais l'étude du film Koedan le nécessite assurément. C'est un aspect fondamental et de sa conception et de sa réussite. Nous allons donc nous pencher sur le travail accompli par Takemitsu Toru, 1930-1996, en matière de musique et de design sonore pour le film de Kobayashi Masaki. Takemitsu Toru est un des plus grands compositeurs japonais du XXe siècle et un des plus célèbres. Tout au long d'une carrière prolifique, il a livré des œuvres d'une grande diversité. Il a régulièrement travaillé pour le cinéma et signé des bandes originales remarquées, par exemple pour L'âne de Kurosawa Akira ou encore Pluie noire Kuroyame d'Imamura Shohei. Mais dans ce domaine, rien n'égale sa longue et fructueuse collaboration avec Kobayashi Masaki, entamée avec Harakiri, Seppuku, après quoi le réalisateur a systématiquement fait appel au compositeur pour sonoriser ses films. Takemitsu Toru a commencé par étudier la musique occidentale, et notamment la musique française, Debussy, Satie, Messiaen. Jeune homme, il était porté à refuser brutalement tout ce qui était japonais. Cependant, avec l'âge, il a redécouvert la musique japonaise en mettant notamment l'accent sur le biwa, instrument traditionnel dont il regrettait qu'il ait été un peu oublié après l'avènement du shamisen. Progressivement, il s'est attaché à développer une musique hybride, pas tant dans l'esprit d'une passerelle entre Occident et Japon, comme on l'a souvent dit, mais plutôt dans une perspective universaliste visant à dépasser ce genre d'opposition jugée stérile. Son travail de toute façon ne consiste certainement pas à simplement associer les deux approches, il s'agit d'aller au-delà et d'en tirer quelque chose de neuf. Dans le cinéma japonais, il n'était pas rare, surtout après la guerre, de trouver des bandes originales mêlant éléments occidentaux et éléments traditionnels japonais. Certains films de Mizoguchi Kenji notamment en témoignaient. Le travail accompli par Takemitsu Toru pour Kobayashi Masaki mêle certes instrumentation occidentale et japonaise, mais de manière inédite. Son approche dans cette collaboration privilégiée en tout cas est résolument expérimentale, là où par exemple son travail pour Kurosawa Akira dans L'âne est plus unilatéral et accessible, dans une perspective malérienne aux accents de Requiem, ce qui n'enlève rien à la réussite exceptionnelle de ce travail, cela dit. Par ailleurs, le travail de Takemitsu Toru pour Kobayashi Masaki relève peut-être autant du design sonore que de la musique à proprement parler, un trait qui accentue encore l'importance de son travail, tout particulièrement dans Kwaidan. Dans cette bande originale, le compositeur use non seulement d'instruments et d'instrumentation japonaises et occidentaux, mais tout en puisant le cas échéant dans la tradition, il utilise ces instruments et ces instrumentations de manière détournée, inédite et inventive, d'autant qu'il multiplie les expériences électroniques de traitement du son dans une optique qui rappelle la musique concrète de Pierre Schaeffer ou Pierre Henry. En outre, il construit une bande originale où le rôle du silence est particulièrement appuyé. Amateur des théories de John Cage, Takemitsu Toru était aussi inspiré par le concept esthétique japonais de Ma, qui porte sur les intervalles et, en musique, le silence. L'idée étant que c'est l'intervalle de silence entre deux notes qui construit le rythme et non les notes en elles-mêmes. Le silence à cet égard est un élément capital de la composition de Takemitsu Toru pour Kwaidan. Ce qui apparaît clairement dès le générique que nous avions déjà évoqué plus haut. La musique consiste simplement en des sortes de tintements de cloches, peut-être déjà retouchés électroniquement et distribués aléatoirement en un écho de la dilution aléatoire des gouttes d'encre à l'écran. C'est un autre aspect important de ce travail en commun. Le réalisateur et le compositeur s'accordent pour susciter des échos, mais jamais de la redondance. Selon Stephen Prince, c'était quelque chose qui posait problème à Kobayashi Masaki dans sa relation avec son précédent compositeur, notamment sur la condition de l'homme, Ningen no Joken, qui n'était autre que Kinoshita Chuji, le propre frère de Kinoshita Keisuke, son mentor cinématographique. Cette conception de la musique de film était bien trop redondante. Dès lors, Kobayashi Masaki et Takemitsu Toru, dès le premier segment de Kwaidan, Les Cheveux Noirs, Kurokami, font tout le contraire. Takemitsu Toru commence par utiliser des sons très trafiqués qui évoquent du bois en train de craquer. Ces sons dans le film sont d'emblée associés à la maison de la première épouse, et ce dès la première scène. Cependant, ces craquements sont souvent en décalage par rapport à ce qui se produit à l'écran, de manière délibérée, et ce sera encore le cas après le retour du samouraï. En fait, et c'est quelque chose qui revient dans les autres épisodes, ces scènes sont souvent muettes. On voit ce qui se passe, mais on n'en entend pas les sons. Les sons que nous entendons sont seulement ceux de la musique de Takemitsu Toru,
et ils sont régulièrement en décalage par rapport aux images. Par exemple, ici, le samouraï fait un faux pas dans le plancher vermoulu et on entend un craquement. Il y a adéquation entre l'image et le son. Mais quelques secondes plus tard, nous voyons une porte en bois pourri tomber par terre sans faire le moindre bruit. Cependant, avec une seconde de retard, nous entendons un bruit de craquement produit électroniquement par Takemitsu Toru qui ne correspond à aucun événement à l'écran. Cette approche permet de susciter le malaise et l'angoisse. Ces craquements de bois sont donc associés à la maison de la première épouse et lui sont même réservés. Le samouraï en route ou dans la demeure de la seconde épouse n'a droit pour sa part qu'à d'autres bruits produits par des instruments traditionnels japonais pour l'essentiel, mais dont l'approche est d'une certaine manière percussive, en tout cas anti-mélodique, outre que la distribution des sons paraît là encore aléatoire. Ces deux procédés, craquements et notes percussives, associés à l'éventualité de scènes muettes, expriment bien l'importance cruciale du silence dans cette composition. Enfin, dans les dernières séquences de l'épisode, tandis que le craquement de bois devienne plus fort et envahissant, ils sont soutenus par une sorte de bourdon plutôt aigu, produit par des instruments à cordes, dont les notes soutenues ont quelque chose de grinçant et même d'irritant, qui accompagne sans redondance le déchaînement du surnaturel, en produisant un sentiment mêlé d'étrangeté et d'angoisse. Dans La Femme des Neiges, Yuki Honna, on retrouve des procédés assez proches, mais dans une perspective moins abstraite que les craquements de bois et les notes percussives du premier segment. La composition s'appuie là encore sur des scènes muettes. Pour éviter la redondance, on fait le choix de remplacer en bloc. Le souffle de la tempête est ainsi essentiellement incarné par la musique de Takemitsu Toru, des cordes en continu, dont le niveau et la tonalité varient sans cesse, comme aléatoirement, là encore. Mais sur ce fond instable, il y a régulièrement comme des explosions aiguës de sons plus stridents, irritants et angoissants. Il semblerait qu'il s'agisse de flûtes de type shakuhachi. Ces interventions irrégulières dans ce cadre sauvage évoquent des cris d'animaux, des loups peut-être, mais dans les moments où elles se font les plus extrêmes, le traitement électronique renvoie presque à des sirènes. Là encore, cependant, la musique est littéralement construite sur la base du silence, et c'est l'alternance des deux, la prépondérance du ma, qui constitue le design sonore de cet épisode. L'approche dans Histoire de Hoichi sans oreille, Mimi-nashi Hoichi no Hanashi, est forcément un peu différente, puisque la musique elle-même est cette fois au cœur de l'histoire, via le personnage de Hoichi et son biwa. Le biwa était un instrument traditionnel japonais que Takemitsu Toru appréciait particulièrement. Il en jouait lui-même et avait construit sa bande originale pour Ahakiri sur cette base. Pour cet épisode de Kwaidan, cependant, il préfère faire appel au talent d'une musicienne, Tsuruta Kinshi, 1911-1995, une des plus célèbres interprètes de biwa de son temps. Sa performance inclut le chant, à la manière des moines au biwa, biwa Hoshi, tel Hoichi lui-même, et elle narre ainsi les événements de la bataille de Dan-no-ura, Dan-no-ura no Tatakai, selon la tradition de l'interprétation du dit des Heike, Heike Monogatari. Plus tard dans le film, les accents masculins de son interprétation lui permettent de prendre le relais du jeune musicien aveugle jouant pour les Heike, défunts, sans susciter d'invraisemblance. Mais la musique jouée par Tsuruta Kinshi est tantôt laissée telle qu'elle, tantôt retouchée électroniquement, pour induire des déformations étranges et déconcertantes. Le traitement du récit de la bataille est particulièrement puissant, d'autant plus sans doute qu'il s'agit, là encore, d'une scène muette. Mais la bande originale est déjà régulièrement subvertie par d'autres sons qui cependant apparaissent et disparaissent avec naturel. Notamment, Takemitsu Toru use de sortes de mantras psalmodiés par des moines bouddhistes dont les accents graves produisent comme un bourdon et induisent sans peine la dimension surnaturelle sous-jacente au récit. Au point culminant de la prestation de Hoichi devant les Heike, qui d'une certaine manière les touche jusque dans l'enfer des guerriers, puis tandis que le prêtre et son acolyte copient les écritures saintes sur le corps entier du jeune aveugle, les mantras reprennent de plus belle, sans jamais pourtant que cela ne vire à l'excès trop illustratif. La bande originale de cet épisode fait aussi appel à des bruitages sur un mode qui rappelle le premier récit, les cheveux noirs. Ces sons indéfinissables, qui ont quelque chose de percussif et sont sans doute retravaillés électroniquement, sont associés à l'apparition du fantôme du guerrier qui vient chercher Hoichi pour qu'il joue devant l'empereur Antoku, Antoku Tenno. Mais il s'agit de bruitages objectifs, cette fois, au sens où ils sont entendus par les personnages. On les perçoit essentiellement lors de la première visite du fantôme, où il suscite l'angoisse de Hoichi, puis lors de la dernière visite, quand le jeune aveugle est invisible aux yeux du fantôme, ses oreilles exceptées, ce qui accentue encore le sentiment d'irréalité et d'effroi. Notons que l'on entend aussi occasionnellement des kakegoe, ces interjections associées au théâtre classique japonais, lors de scènes qui s'y prêtent. Le dernier épisode, dans un bol de thé, Chawan no Naka, est quasiment dénué de musique. Pendant longtemps, ce que nous entendons qui s'en rapproche le plus consiste en bruits d'ambiance qui ont pour fonction de se montrer irritants, encore une fois.
Une sorte de bourdonnement d'insectes quand Kanai est confronté au reflet dans son bol de thé, puis l'étrange et oppressant tic-tac de l'horloge dans la demeure de son seigneur, associé à l'apparition matérielle de Shikibu Heinai. Le niveau de volume sonore et l'intensité de ces deux bruitages varient sans cesse, accentuant le sentiment d'étrangeté comme d'oppression. La musique n'intervient véritablement que lors de la scène où Kanai se bat contre les trois envoyés de Shikibu Heinai. Elle est particulièrement étrange, des notes hachées, des voix qui le sont plus encore. Le traitement électronique du son est particulièrement flagrant lors de cette séquence, ce qui produit un effet d'irréalisme non sans une touche de grotesque, en guise de fond sonore à un combat lui-même grotesque. Mais dans tous ces divers moyens d'illustrer Kwaidan, le silence a une importance toute particulière. Quoi qu'il en soit, la collaboration entre Kobayashi Masaki et Takemitsu Toru s'est avérée particulièrement inventive et pertinente. Le succès du film doit beaucoup à son travail de conception sonore. Kwaidan est un film à part, dans l'histoire du cinéma japonais comme dans la carrière de son réalisateur Kobayashi Masaki. Il mêle harmonieusement la référence au passé la plus admirative et l'avant-garde la plus audacieuse. Objet esthétique pur conçu pour exprimer la beauté des arts, de tous les arts, il constitue une expérience esthétique à son tour unique. Film présentationnel et qui s'affiche comme tel, il multiplie les hommages à l'Afkadio Hearn, à Ezo Yaichi, à l'art japonais et à l'art occidental, aux histoires de fantômes et au théâtre classique. Il affiche son dispositif, mais parfaitement conçu, il le garde sous contrôle. Le film a été fatal à la carrière de son réalisateur, mais sans doute ne le regrettait-il pas, car il est parvenu à faire exactement ce qu'il souhaitait. La richesse thématique et esthétique du film témoigne en sa faveur. C'est un sommet de la carrière de Kobayashi Masaki, du cinéma japonais, du cinéma tout court.